À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur Angle de Vue. À l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux à la présidence, le chef d'état-major des armées ivoiriennes, le général Sékou Touré, avait présenté ses excuses à la nation pour les mutineries de 2017 et promis que l'armée remplira son devoir. Une promesse qui fait écho aux vœux du président Alassane Dramane Ouattara, qui, dans son allocution télévisée de Nouvel An, avait affirmé sa volonté de transformer l'armée en une force véritablement républicaine. Mais quelques jours après ces promesses, des militaires sont pris à la base du Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, une unité d'élite de la police et de la gendarmerie dans la ville de Bouaké, épicentre déjà des mutineries qui ont secoué le pays à 2 reprises. En 2017, le camp du CCDO a été attaqué par des soldats armés provenant d'autres unités qui ont détruit des bureaux et incendié 4 véhicules. Selon le porte-parole du gouvernement, des sanctions vont tomber pour les responsables de ces actes. Qu'est-ce qui explique des échanges de tirs entre hommes de rang servant la même République? Le malaise serait-il persistant au sein de l'armée de Côte d'Ivoire? Y a-t-il des pistes de solutions? Si oui, quelles sont-elles? Côte d'Ivoire, nouveau tir à Bouaké. Le spectre de l'instabilité est-il de retour? Nous ferons le débat aujourd'hui sur Angle de Vue, votre émission qui permet d'opiner sur l'actualité africaine. À nouveau, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nos invités, vous les découvrirez, ce sera juste après ceci. Et à nos côtés sur ce plateau pour en parler, Soro Kinafo, bonjour. Bonjour, monsieur Toanou. Vous êtes le délégué du RDR au Bénin. Le RDR, c'est le Rassemblement des Républicains, le parti présidé donc par le président Alassane Dramane Ouattara. Face à vous sur ce plateau, Souleymane Hamzat, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité en habitude de cette émission. Merci d'être sur ce plateau. Soro Kinafo, ma première question est pour vous. Selon vous, qu'est-ce qui explique? Y a-t-il une genèse aux soucis sécuritaires aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Monsieur Tawanou, avant de tout commencer, je souhaiterais vous présenter mes vœux de nouvel an et à tout le personnel de CKTV. Merci beaucoup. Aussi à notre co-débatteur. Oui, co-débatteur, monsieur Hamzat. Je vous souhaite une joyeuse année 2018. Merci. Alors, pour répondre à votre question, je voudrais dire que si nous parlons de genèse, nous pouvons dire oui qu'il y a une genèse. La genèse, c'est que nous savons tous que nous sortons d'une crise post-électorale qui a affecté toute la Côte d'Ivoire. Donc, tout ce que nous pouvons constater aujourd'hui, tout part de cela. Donc, nous pouvons dire que la genèse, c'est la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a malheureusement connue. Voilà. Et partant de là, il y a eu beaucoup de problèmes au sein de l'armée qui peut expliquer ce que nous constatons aujourd'hui. Voilà. Alors, Souleymane Hamzat, la Côte d'Ivoire, c'est un pays que vous connaissez très bien. Qu'est-ce qui explique, à votre entendement, le crépitement des armes à nouveau à Bouaké? Ben, écoutez, déjà, quand il y a l'indiscipline au sein des forces armées, cela peut aussi engendrer ce genre de comportement que nous avons observé ces derniers temps-ci. Je déplore, n'est-ce pas, pardon, qu'au lendemain de la prise de pouvoir du président Ouattara, qu'il n'y ait pas eu un véritable désarmement, une démobilisation de ce que je peux appeler des rebelles, n'est-ce pas, une identification des forces de défense et de sécurité, et éventuellement un autre recrutement, puisque les forces de défense et de sécurité sous le président Laurent Gbagbo, disons, tout a été disloqué du fait de la crise post-électorale. Il fallait refaire un recrutement et repartir sur de bonnes bases, désarmer et sécuriser le pays. Je pense qu'il y a eu beaucoup de couacs par rapport à ce processus-là. Et cela engendre aujourd'hui ce que nous constatons sur le terrain.
Sur Burkina-Faso, cette fois-ci, ce n'est plus de mutinerie qu'il est question. On sait que des mutineries avaient secoué le pays en 2017, en janvier puis en mai, si mes souvenirs sont bons. Mais aujourd'hui, il s'agirait de querelles entre soldats du centre et les membres du centre de coordination de décision opérationnelle, le CCDO. Est-ce que le problème de l'armée ivoirienne n'est pas clairement lié aux ex-rebelles qui ont été réintégrés à l'armée sur Burkina-Faso? Bon, je ne pense pas que ce soit l'intégration des ex-rebelles, non. Mais comme il a si bien dit, il y a un travail à faire, et surtout sur le volet discipline. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire, la devise de la Côte d'Ivoire, c'est Union, discipline, travail. Et cette discipline doit pouvoir être une réalité partout. Ce n'est pas seulement au niveau de l'armée, parce qu'il y a les armes qui crépitent à ce moment. L'attention est attirée, tout le monde braque les yeux sur l'événement, mais la discipline doit être une culture de tout le monde. Et si cette discipline est une réalité en Côte d'Ivoire partout, je pense que ce sont des choses que nous n'allons pas voir. Ce n'est pas parce qu'on est un ancien rebelle qu'on est intégré que nécessairement que cela doit entraîner des dérives ou bien des situations, des conflits internes. Non, loin de là. Mais je pense qu'il y a un travail qui est fait, et c'est ce travail, vous l'avez d'entrée de jeu déjà indiqué. Le chef de l'État avec son gouvernement travaille d'arrache-pied pour pouvoir faire de la Côte d'Ivoire, de l'armée de la Côte d'Ivoire, une armée républicaine qui sera un service public pour le bien de la communauté ivoirienne et même pour toute la sous-région. Mais aujourd'hui, je reste avec vous sur Burkina-Faso, force est de constater qu'il y a des couacs. Parce que entre la volonté présidentielle qui affiche clairement une armée républicaine, entre les propos du chef d'état-major qui dit que nous présentons nos excuses à la nation ivoirienne, au président de la République pour les couacs qu'il y a eu il y a quelques mois, et nous promettons qu'il y aura une armée républicaine, et que quelques jours seulement après, il y ait des tirs à Boaké, qui déjà a été l'épicentre des dernières mutineries. Est-ce que ce n'est pas quand même un déphasage entre la volonté politique qui est connue, qui est affichée, qui est claire, et la volonté d'une faction de l'armée ou d'éléments perturbateurs dans l'armée ivoirienne, M. Kinafo? Non, M. Tawanou, je dirais non. Non, déjà, vous l'avez si bien dit, nous ne parlons pas ici de mutinerie. C'est seulement indifférent entre des factions au niveau de l'armée. Donc ce n'est pas une mutinerie, il n'y a pas de revendication de conditions de travail et autres. Donc c'est juste un incident isolé, et c'est quelque chose que vraiment nous regrettons tous, que nous avons tous condamné et que nous ne verrons plus jamais. Voilà. Monsieur le Madame Zat, aujourd'hui, une partie des militaires présents à Boaké demanderait le départ du CCDO et notamment de son chef. Quelles sont les raisons qui pourraient expliquer cette querelle selon vous? Avant de bondir sur votre question, je voudrais réagir par rapport au propos de mon co-débatteur qui dit qu'il ne s'agit pas d'une mutinerie. Je ne sais pas ce que nous voulons dire par mutinerie. Au sens technique du terme, des gens qui prennent des armes, qui décident d'attaquer une caserne ou une institution de l'État, ou l'État en lui-même, ou une ville, etc., c'est considéré déjà comme une mutinerie. Ça doit être considéré comme une mutinerie. Et de deux, je pense aussi que le problème remonte même avant la crise post-électorale. Ce problème-là remonte au coup d'État de 1999, sous le général Robert Gueye, où il y avait même des coups d'État pendant le règne du général Gueye. Donc, il faut retourner en arrière pour comprendre tout ça. Ce n'est pas le débat aujourd'hui. Pour ce qui est de votre question, je suis un peu perplexe par rapport à la position du chef d'état-major actuel, qui fait des déclarations de vouloir faire de l'armée une armée républicaine. Et au président Ouattara aussi de reconnaître que cette année va être une année où vraiment l'armée ivoirienne doit être vraiment restructurée. Cela stipule qu'il y a un mal. C'est un aveu. Un aveu que je ne dirais pas d'échec, parce que je suis tout le temps en Côte d'Ivoire. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Je prends le cas des unités qui sont liées directement à la présidence. Je prends la GR, qui est commandée par le commandant Ouattara. Vous ne voyez jamais de mutinerie dans ces genres d'unités.
Vous prenez le GSPR qui est commandé par le général Wagondo, vous ne verrez jamais ce genre de situation. La situation de Bouaké est due à une indiscipline, n'est-ce pas, qui relève d'un appui politique, dont je ne cite pas ici le nom. C'est-à-dire qu'il y a un élément voilà, qui pavane dans Bouaké avec un convoi qui se permet tout. Je me pose la question à ce jour de savoir, j'ai fait des enquêtes, je ne suis pas encore parvenu, à savoir s'il est réellement de l'armée ivoirienne, puisqu'on l'appelle lieutenant. Je veux parler d'Amoundé. Même les autorités, le préfet et autres l'appellent lieutenant. Est-ce qu'il est réellement de l'armée ivoirienne? Certaines sources laissent entendre qu'il serait burkinabé d'origine. Bon, moi, le problème d'identification, comme je vous le disais au départ, revient. Qui est militaire ivoirien, véritablement ivoirien, et qui ne l'est pas? Le problème se pose. Et il faut identifier, faire un diagnostic et voir qui sont ceux qui sont véritablement des Ivoiriens. Sinon, le problème se posera, hein, même après le président Ouattara. Voilà. Sokinafo, est-ce qu'aujourd'hui, le problème n'est-il pas aussi un problème d'identification? Parce qu'on sait que lors de la crise post-électorale, ou avant cette crise-là, il y a eu un conflit armé où des forces qualifiées de forces rebelles ont pris d'assaut des institutions de la République. Il y a eu des crises avant de déboucher sur l'installation du président Alassane Ouattara. Est-ce que des gens ou des éléments en griffe ingérables n'auraient pas pu s'insérer dans ce dispositif-là? Parce que Bouaké revienne souvent comme zone instable, que faille-t-il faire aujourd'hui? Que faut-il faire pour que on n'entende plus de crépitement d'armes à Bouaké, selon vous? Bon, je pense que pour ce qui concerne du recensement, le problème ne se pose pas, puisque toutes les unités au niveau de l'armée ivoirienne sont identifiées, tous les éléments sont identifiés. Alors, M. Traoré, dont il parle, Amoundé, c'est quelqu'un qui est bien connu et qui est responsable de l'unité CCDO. Oui. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas connu. Et tous les éléments aujourd'hui de l'armée sont identifiés clairement. Donc le problème de l'identification n'est pas la cause de ce problème que nous vivons aujourd'hui. Comme je l'ai dit, quand vous sortez d'une crise post-électorale, il y a beaucoup de situations difficiles à gérer. Et c'est de cela que tout part. Mais beaucoup de choses, comme lui-même l'a si bien, M. Hamzat vient de le dire, beaucoup de choses sont en train d'être faites et continuent d'être faites en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État et le gouvernement font un travail gigantesque dans ce sens-là. Donc déjà, les mutineries que nous avons eu à décrier, c'était des mutineries liées à des conditions de vie et de travail, notamment. Voilà. Des promesses faites. Voilà, les conditions de travail. Voilà, et surtout la modernisation de l'armée. Ils ont besoin de certain nombre de choses pour pouvoir mener à bien leur service pour le bien-être de toute la nation ivoirienne. Alors, ce n'est pas un problème, comme on le dit, un problème politique. Loin de là. Non. Je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de la discipline. Et le chef d'état-major, avec toute la hiérarchie militaire, travaille à cela. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau. Et quand nous parlons de problèmes politiques et des appuis politiques, non. Je pense que ce qui s'est passé récemment à Bouaké, des enquêtes sont en cours. Et tant que nous n'aurons pas les résultats des enquêtes, déjà commencer à dire qu'il s'agit des appuis politiques que certains auraient qui ont généré cela, non, je ne pense pas. Nous allons trop vite en besogne. Voilà. Suleiman Hamzat, vous voulez réagir? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec lui parce que Amoundé, dont je parlais, dont j'ignore, c'est-à-dire l'identification au sein des forces républicaines de Côte d'Ivoire, je me pose la question. On impose, n'est-ce pas, à la hiérarchie militaire et policière, donc les forces de défense et sécurité, de l'appeler lieutenant. Il faut remonter à la logique pour savoir qui il est, ce monsieur. De deux, mon co-débatteur dit que non, il ne s'agit pas de questions politiques ni de revendications. Je remonte en arrière pour dire que les revendications liées à la mutinerie de mai de l'année dernière n'ont pas été satisfaites à ce jour. Elles ont été satisfaites en partie. Et il se dit que dans la mutinerie de la semaine dernière, les éléments qui sont sortis et qui ont attaqué la caserne du CCDO ont eu le temps de remettre
à certains journalistes sur place un certain nombre de revendications qui sont restées les mêmes que celles de mai 2017. À savoir, d'abord, les primes de fonction, les primes au niveau de leurs opérations, les 12 millions de francs et éventuellement le degré de grade, le niveau de grade de formation. Donc voilà des revendications qui demeurent depuis ce temps et qui n'ont pas été résolues. Pour revenir à Mondé, mais vous dites qu'il est connu comme étant quelqu'un du CCDO. Du CCDO. Oui. Je vous rappelle ici que le commandant du CCDO à Bouaké s'appelle, j'ai son nom, il s'appelle, c'est un capitaine, Assié-Boulé Jean-Claude. Le commandant des opérations du CCDO à Bouaké s'appelait Nambori. Si ces gens-là sont en place et que c'est eux qui ont la gouverne de cette unité-là, je me demande quel est le rôle d'Amoundé dans tout ça. Il se dit, je dis bien il se dit, je le mets au conditionnel, qu'il aurait des acquaintances, quand je disais politique tout à l'heure, avec l'ancien ministre de l'Intérieur, qui commandait, qui était le patron du CCDO. Je veux parler du ministre Ahmed Bakayoko, qui aujourd'hui est ministre de la Défense. Et il se joue là, sur Bouaké, une bataille politique, mais qui a des soubresauts militaires dont on ne dit pas son nom. Donc, selon vous, le contrôle de la ville de Bouaké. De repositionnement politique. Exactement. À travers les armes. Une deuxième version dit qu'il y aurait une histoire de femmes entre Amoundé et puis des lieutenants, etc. Bon, je ne veux pas prendre cette version-là qui me paraît pas plus plausible. Il n'y a pas de preuves pour penser de tout ça. Tout à fait. Oui. C'est ce que je disais. Parce que ce sont des... On dit, c'est ce que nous avons entendu. Les noms que je viens de vous citer ne sont pas des on-dit. Non, je parle des causes qui sont évoquées, les raisons politiques que vous évoquez. Je pense qu'il ne faut pas aller vite en besoin. Non, je ne vais pas... Excusez-moi. Ce qu'il dit, je voudrais prendre cette chaîne à témoin. Le peuple ivoirien et toute l'armée ivoirienne sait qu'il y a des revendications. Les revendications sont d'ordre... comment on appelle social. Non, pas social. Je suis désolé. Ce sont les conditions de travail, de vie. Non. Quand quelqu'un réclame son grade, vous ne me parlerez pas de conditions de vie. Quand quelqu'un réclame son... Suleiman Hamzat, est-ce avec des armes qu'il faut réclamer un grade? Moi, je suis contre les mutineries. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette manière de faire. Tous les efforts du président Alassane Ouattara sont en train de voler en éclats quand on voit un pays comme la Côte d'Ivoire, pays très respecté, balancé dans des mutineries et fait par des gens qu'on n'identifie pas jusqu'à ce jour. D'où le problème d'identification encore. Donc, il faudra nécessairement que le chef d'état-major prenne celui de taper dans la fourmilière, d'aller voir, mais qui sont ceux qui sont à la base de... Sanctionner donc. Et sanctionner. Ah oui, il faut sanctionner. Vous savez, dans le métier des armes, il n'y a pas de copinage. Hein. Et puis, j'ai souvent pour habitude de dire, quelqu'un qui prend une arme et qui actionne la détente n'a pas le pouvoir de rattraper la balle. Hein. Donc, quand une mutinerie est partie, tout de suite, il faut sauter sur les... Je sais pas, il y a toujours eu des enquêtes, il n'y a jamais eu de sanctions, apparemment. En dehors de l'affaire que je peux appeler l'affaire du chef d'état-major général, l'ancien, le général Bakayoko, qui est parti. Et puis il faut reconnaître quelque part. Donc, il y a eu plusieurs militaires, notamment impliqués dans les récentes mutineries de 2007, qui ont été sanctionnés. Tout à fait. Mais bon, sanctionnés avec une couleur politique. Donc selon vous, ce n'est pas assez? Pour moi, le problème il est purement technique. Il faut aller dans la caserne, faire une identification, un diagnostic, retrouver ces éléments perturbateurs et les mettre hors d'état de nuit. Selon Kinafo, doit-on taper du poing sur la table? Oui, je suis pleinement d'accord avec mon co-débatteur. Là, sur ce plan, l'impunité ne doit pas être vraiment érigée en Côte d'Ivoire comme un mode de gouvernance. Oui. Tous les responsables doivent être identifiés et sanctionnés comme cela se doit. Avec la dernière rigueur. Oui, tout à fait. Oui.
Alors, je reste avec vous. On sait que le général Sékou Touré, chef d'état-major des armées ivoiriennes, avait présenté ses excuses à la nation pour les mutineries qui avaient ébranlé le pays. Il a promis qu'en 2018, l'armée remplirait son devoir. Est-ce que c'est un vœu qui n'est visiblement pas partagé par les hommes de rang? Que l'armée... Est-ce qu'aujourd'hui, les éléments qui sont à Bouaké, on sait qu'il y a le CCDO et des membres, des militaires de la caserne de Bouaké qui ont des différends qu'ils essayent de régler en sortant des armes. Est-ce que ceux-là écoutent le discours du numéro 1 de l'armée, sinon le numéro 2, puisque le numéro 1 c'est le chef d'État qui commande les armées? Est-ce que ce discours est entendu par la base, le discours de la hiérarchie militaire en la personne du général Sékou Touré? Est-ce que c'est un discours partagé par les forces de défense ivoiriennes? Oui, ce qui s'est passé dénote vraiment que c'est le discours qui a été lancé à l'endroit de l'armée par le général Sékou n'a pas été très bien entendu. Et ce que je disais, c'est une question de discipline. C'est la discipline qui pose le problème. Vous voyez, les efforts du chef d'état-major et de toute l'armée entière mis à rude épreuve par ces événements que nous décrivons tous. Donc, je pense qu'il y a encore un travail à faire. C'est vrai, le processus de modernisation, de rendre l'armée une armée républicaine, cela ne se fait pas en un seul jour. C'est un processus. Et je pense que c'est un travail qui va s'échelonner sur un certain temps, mais il n'y a pas lieu à s'inquiéter. Beaucoup de choses sont déjà faites et les choses vont continuer et cela va s'améliorer davantage chaque jour. Voilà. Je voudrais avoir votre avis, Sorokin Info, sur la passation de charge entre Alain Richard Donwayi et le ministre Ahmed Bakayoko, qui avait quand même fait ses preuves à l'intérieur, aujourd'hui ministre de la Défense. Est-ce que c'est l'homme de la situation? Si oui, que doit-il faire aujourd'hui pour à tout jamais taire ce problème de mutinerie? Je sais qu'en décembre dernier, il y a un nombre de militaires qui sont partis, je crois en départ volontaire, contre Pécule. C'est une, je crois, c'est une stratégie qui est déployée pour permettre d'épurer l'armée. Est-ce que déjà le choix des hommes est un choix judicieux pour conduire ce chantier-là de la restructuration de l'armée ivoirienne? Oui, je pense que le choix est judicieux. Et je pense que ce qu'il y a lieu à faire, c'est qu'il y ait un mécanisme de communication véritable au sein des différentes unités de l'armée. Vous voyez ce problème que nous décrivons aujourd'hui, que nous avons tous condamné et que nous condamnons toujours, c'est un fait qui aurait pu être évité, une situation qui pourrait pu être évitée. Comment? Alors, ce n'est pas de façon spontanée que les militaires se sont levés pour attaquer le CCDO. Ça veut dire qu'il y a une jeunesse, comme on l'a dit, il y a eu un différend. Le différend n'a pas pu être géré à temps. Voilà. C'est ce qu'il faut. Quand un cadre sera créé, un véritable cadre de communication et de mise en confiance de toutes les unités, dès qu'il y a un problème, le problème sera déjà réglé, anticipé, et cela va éviter que nous puissions aboutir à ce que nous avons vu aujourd'hui. Voilà. Sur le Madame Zat, est-ce que le problème de l'armée ivoirienne n'est pas aussi un problème d'effectifs? Non, je pense, si j'ai des chiffres, l'armée ivoirienne est de 23 000 hommes, environ. À peu près, environ. Dont 13 000 issus de la rébellion. Donc il y a un problème. Faites le calcul. Donc il y a un problème. Il y a un déséquilibre entre ceux qui ont été légalement formés, c'est-à-dire de manière régalienne, dans des écoles, etc., et ceux qui ont pris les armes un beau matin et qui se sont improvisés plus tard, je ne sais pas quoi, officiers ou sous-officiers ou hommes de rang. Donc un problème d'effectif? Non, un problème non seulement d'effectif, mais de formation. Quand je parle de déséquilibre, je parle de ceux qui sont réellement des forces de défense et de sécurité. Quand vous faites le calcul, quand vous enlevez 13 de 25, vous voyez ce qui reste. Et ceux qui sont venus là parce que, bon voilà, j'ai supporté un tel arrivé au pouvoir, j'ai le droit de rentrer à l'armée, c'est ma conviction, et puis voilà, je me fais incorporer. Il y a un problème là. Il y a un problème. D'où je reviens encore sur les revendications. Un des points des revendications qui est lié à la formation. Il y en a qui réclament de se faire former.
On a déjà vu, il y a eu des bavures policières à Abidjan, où on a même vu certains qui s'arrogent la tenue militaire et qui sont arrêtés. Mais au final, on se rend compte qu'ils sont répertoriés nulle part. Il faut reconnaître que le gouvernement ivoirien sort d'une crise post-électorale, une crise très difficile, qui a engendré des dégâts incommensurables. On ne peut pas, par un coup de baguette magique, venir régler ce problème du jour au lendemain. Mais il faille qu'on prenne des exemples sur certains corps dont j'ai cité ici les noms. Par exemple, la GR du commandant Ouattao, le GSPR du commandant du général Wagondo, dans lesquels vous n'entendez pas ce genre de soubresaut. Et qu'on mette hors d'état de nuit ceux qui n'appartiennent pas à l'armée et qui sont porteurs d'armes et qui circulent dans les villes de Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup. Parce que je suis ami de, voilà, monsieur le ministre de l'Intérieur ou monsieur le ministre de la Défense. Et bon, voilà, j'étais à la rébellion, je n'ai pas pu m'incorporer ou je me suis fait incorporer. Je m'arroge la toge du combat, du combattant invaincu. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Et moi, je trouve que si ce problème-là n'est pas réglé, le problème d'effectif, il est là. Il faut voir qui est vraiment force de défense et sécurité en Côte d'Ivoire, qui est vraiment FSI en Côte d'Ivoire et qui ne l'est pas. Et voir effectivement, au niveau de la hiérarchie, il se dit que, bon, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la tendance est complètement inversée du fait qu'il y a beaucoup plus de sous-officiers que d'hommes de rang. Donc, il y a un problème pyramidal qui se pose, dans le sens inverse du terme. J'espère que... Je veux aussi remonter ceci, que dans l'armée ivoirienne, il y a des cas d'émérite. Vous avez des officiers, mais nantis de haut diplôme, qui peuvent faire le job. Mais bon, la politique vient s'immiscer. Et quand la politique rentre dans les rangs, ça donne ce que ça donne. Selon qu'il en faut, est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas aussi faire la sélection des gens qu'il faut? Parce que quand il y a conflit et qu'un camp finit par l'emporter, souvent, il y a des laissés pour compte dans le camp d'en face. Je sais que vous comprenez bien de quoi je parle. Il se murmure qu'il y a des sous-officiers ou des officiers qui ont le grade, qui ont le niveau, qui ont le package, le bagage, comme on le dit, mais qui ont été mis de côté parce qu'ils auraient un peu trop travaillé avec un autre dirigeant. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas appuyer aussi sur ces leviers-là pour ramener de la discipline dans les rangs? Parce que souvent, un militaire ne reconnaît dans la hiérarchie qu'une hiérarchie capable de faire le travail. Est-ce que le problème n'est pas aussi de ce côté-là, sur qu'il a fait? Je crois que j'ai lu quelque part où un monsieur, je crois, de l'armée, de la force du corps, ou bien, je crois, qui disait que les crises mutineries que nous vivons en Côte d'Ivoire, notamment à Bouaké, sont dues du fait que certains militaires sous l'ancien régime ont été mis de côté. Mais je voudrais vous dire une chose. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas une partie de l'armée que nous mettons de côté, qui a été mise de côté. Tout le monde est appelé, toute la Côte d'Ivoire, dans toute sa composante, les militaires, tout le monde est appelé pour former une armée républicaine. Nous n'avons pas mis, il n'y a personne qui a été mis de côté, et la porte est ouverte. Il y a certains qui ont quitté le pays d'eux-mêmes, qui ont choisi de se mettre en exil. Ces personnes, on ne peut pas les obliger à venir. Mais toutes les personnes, tous les hauts gradés dont on parlait, les officiers qui sont en Côte d'Ivoire, qui entrent en Côte d'Ivoire et qui veulent se mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire leur ouvre les mains et pour les intégrer au sein de l'armée. Voilà. Donc il n'y a pas de chasse à la sorcière ou bien je ne sais quoi. Non, il n'y a pas de cela. Je ne suis pas de l'avis de on va continuer le débat. Je reste avec vous. Je voudrais que vous réagissiez par rapport à la question que j'avais posée tout à l'heure à Souleymane Hamzat, par rapport au problème d'effectif. Est-ce que ce n'est pas un problème d'effectif aussi? Il se murmure qu'il y a beaucoup plus de sous-officiers que d'hommes de rang. Est-ce que le pourcentage est respecté selon vous? Est-ce qu'on ne doit pas aussi travailler de ce côté-là à assainir et pourquoi pas à rééquilibrer par rapport aux effectifs l'armée ivoirienne? Bon, je ne suis pas technicien dans ce domaine. Je ne vais pas trop m'aventurer, mais je dirais que toutes les solutions idoines qui pourraient aider à vraiment rendre l'armée ivoirienne une armée républicaine, une armée moderne,
toutes ces propositions sont les bienvenues. Voilà. On en parlait fin décembre, il y a 1 millier de militaires qui ont quitté l'armée dans le cadre d'une réforme. L'armée ivoirienne comptait, vous l'avez dit, 23 000 hommes à l'époque, dont 13 000 issus de la rébellion. Les autorités ont aussi promu des militaires de rang en intégrant d'anciens rebelles. Les experts estiment qu'une armée doit avoir entre 20 et 30% de sous-officiers et 65 et 70% de militaires de rang. Donc c'est peut-être aussi un souci d'équilibre. Je voudrais que nous parlions d'un autre sujet, toujours en lien avec la Côte d'Ivoire. Le cardinal Jean-Pierre Koita, archevêque d'Abidjan, lors de la présentation de vœux au président Alassane Dramane Ouattara, est revenu sur la situation sécuritaire. Il a dit « Trop d'armes circulent encore dans notre pays ». Est-ce que aujourd'hui, le problème n'est-il pas aussi un problème de démilitarisation sur Burkina Faso? La circulation d'abord des armes n'est pas un problème lié seulement à la Côte d'Ivoire. Mais il faut reconnaître que notre sous-région est une région où la circulation des armes est une réalité aujourd'hui. Notamment à cause des problèmes sécuritaires. Tout à fait. Un peu partout. Beaucoup armés qu'on sort. Les trafics d'armes. Effectivement, c'est un problème aussi vraiment réel, oui, que toute la région connaît. Donc, je pense que c'est un effort conjugué de toutes les compétences de la région qui pourront nous aider à pouvoir résorber ce problème. Souleymane Hamzat, votre avis par rapport au propos de ce prix-là, qui a quand même dit clairement que beaucoup d'armes circulent encore en Côte d'Ivoire et qu'il faille trouver des solutions? Oui, mais c'est ce que je disais à l'entame de cette émission. Il n'y a pas eu de désarmement. C'est un goulot d'étranglement. Après une guerre, il faut nettoyer. Quand vous ne nettoyez pas, il suffit que le petit voyou du coin prenne sa Kalachnikov pour aller attaquer la première dame qui vient du marché pour avoir, c'est pas, le petit pain de la journée. Il faut nettoyer. Et cela se fait par des méthodes. Il y a des méthodes. C'est pour cela que je vous disais tantôt que l'armée ivoirienne, pour celles, en tout cas, j'en connais des officiers, des généraux, mais qui sont nantis de haut diplôme, mais des cas de mérite que la politique ne laisse pas faire. Je me répète, que la politique ne laisse pas faire. Il faut mettre la politique de côté, parce que dans les rangs, quand la politique vient, c'est fini, tout est à terre. Donc il faut repartir, identifier qui sont ceux qui étaient véritablement des forces de défense et sécurité avant la crise post-électorale, qui sont ceux qui sont en exil, qui sont ceux qui sont morts, qui sont ceux qui sont restés, qui sont ceux qui se sont fait réengager ou qui ont continué, et ceux qu'on a recrutés, n'est-ce pas, parmi les 13 000 issus de la rébellion. Vous voyez que souvent les mutineries en Côte d'Ivoire viennent de ce coin-là, les 13 000 là. Quand on reproche même aux forces de défense et de sécurité d'agir ou de vouloir faire, ça retourne souvent vers des tentatives de déstabilisation, c'était sous Gbagbo, c'était, etc., etc. Il faut en finir en assainissant, n'est-ce pas, de manière concrète et rigoureuse l'armée ivoirienne. Et déposséder ceux-là qui pensent que, parce qu'ils ont été sous la rébellion, se permettent de circuler en ville avec des armes, des convois et de facto mettre en difficulté ceux de l'armée régulière. Voilà, votre avis est clair. L'épineuse question des exilés, des prisonniers sans jugement, est-ce que sur ces chantiers-là, il ne faut pas aussi accélérer? Parce que beaucoup estiment qu'il y a des gens qui sont en prison parce qu'on leur reproche des choses politiques. Il y en a qui ont fini de purger leur peine, qui n'ont pas été libérés. Est-ce que c'est des problèmes aussi qui peuvent... Est-ce que ce n'est pas des soucis aussi qui peuvent influer sur les soucis sécuritaires aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sur Burkina Faso? Pour tout ce qui concerne les personnes incarcérées qui attendent des jugements, je pense qu'il y a un processus qui est en cours et tous les procès sont en train de se dérouler pour que des décisions soient arrêtées pour ceux qui sont inculpés. Ils vont purger les peines, mais tous ceux qui sont reconnus innocents, ils vont rejoindre leur famille et continuer leur activité comme tout le monde. Donc je pense que... Mais comme je l'ai dit, tout est une question de temps. Cela ne se fait pas en un seul jour. Voilà. Parce que c'est vrai,
on est tous vraiment pressés, nous voulons tous que les choses se passent très rapidement. Mais il ne faut pas aussi éviter de vouloir trop aller vite, aller dans la précipitation et bâcler tout ce qu'il y a lieu à faire. Voilà. Ouais. Donc, mais nous sommes d'accord que vraiment ce chantier, tous les prisonniers politiques et autres, il faudrait que des procès soient faits et que chacun soit situé. C'est très important pour la réconciliation de toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Je voudrais rester avec vous toujours. Est-ce que par rapport, certains prélats ont par exemple recommandé au chef de l'État d'amnistier? Est-ce que des prisonniers politiques qui ne sont pas peut-être coupables de crimes de sang, est-ce qu'on ne devrait pas essayer de faire un travail dans le sens de la paix, c'est-à-dire amnistier un certain nombre de personnes, de prisonniers politiques? C'est une demande des évêques au chef de l'État. Je voudrais avoir votre avis là-dessus parce que je rappelle que vous êtes délégué du RDR, donc vous n'êtes pas une personnalité moindre par rapport à l'appareil du pouvoir. Donnez-nous votre avis par rapport à cette question-là. Est-ce que vous n'êtes pas dans ceux qui pourraient recommander l'amnistie pour un certain nombre de prisonniers en Côte d'Ivoire? Oui, l'amnistie, moi personnellement, je suis pour. Si vraiment ces personnes sont reconnues, n'est pas être membre n'ayant pas été des prisonniers de sang, alors je pense que, des criminels de sang plutôt, je pense que l'amnistie serait une belle chose pour la Côte d'Ivoire, surtout cela faciliterait la réconciliation des Ivoiriens. Rapidement, votre avis là-dessus? Non, moi je pense que le mot amnistie a souvent été crié, décrié, utilisé dans toutes les conférences, etc. Galvaudé. Non, il n'y a jamais eu de grâce. On a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Le président Ouattara prendrait sur lui ses responsabilités que de taper dans la fourmilière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut qu'il retourne à l'identification des hommes. Un. Forcé. Deux, il faut qu'on sache qui est FRC et qui ne l'est pas. De trois, le désarmement qui n'a pas eu lieu, ou le semblant désarmement qu'on a fait au début de sa prise de pouvoir, doit être reconsidéré. Et ça fait quand même 7 ans. Je crois, si je ne me trompe pas, 6 ou 7 ans que le président Ouattara est aux commandes en Côte d'Ivoire. C'est quand même beaucoup de temps pour pallier à ce genre de phénomène. Et il ne faut pas laisser faire des gens qui, sous prétexte d'avoir participé ou d'avoir été au premier rang de la rébellion, se livrent à un vacarme et empêchent les populations de dormir. Moi, la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'adoption pour moi. C'est ma deuxième patrie. Moi, j'aime ce pays-là au point où je me disais, quand Dieu me fabriquait, l'avion n'a pas dû bien négocier le village, je suis tombé au Bénin. Allez en Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce que vous cherchez que vous ne trouvez pas en Côte d'Ivoire? La paix, la joie, la bonté. La Côte d'Ivoire ne mérite pas les mutineries. La Côte d'Ivoire ne mérite pas qu'il y ait des hommes qui se lèvent à tout bout de champ sous prétexte de revendication, tombent dans les rues, même si elles sont reconnues. On tire partout, on amène les populations, on bloque le commerce, on bloque l'État, on bloque les institutions. C'est inacceptable. Je suis africain. Hein? Qu'est-ce qu'on nous reproche quand on est dans les avions, on va vers l'Occident? Vous êtes des sauvages. Il y en a un qui nous traite de pays de merde. Alors, prenons nos responsabilités. La Côte d'Ivoire a les moyens financiers et les moyens matériels de faire de son armée l'une des meilleures de la sous-région. Voilà. Alors, il faut se mettre au travail résolument et permettre au président Ouattara de faire ce qu'il a à faire sans pour autant mêler la politique à la caserne. Je vais profiter de votre présence sur ce plateau Soro Kinafo pour recueillir votre avis par rapport à 2020. On tablait sur 2020 pour les élections sénatoriales, municipales et régionales, mais finalement, cela se passera en 2018. C'est une décision qui surprend un peu par ce qui se murmurait dans les couloirs que le président Ouattara n'avait pas forcément envie que ces élections se tiennent. Qu'est-ce qui est à la base, selon vous, de cette nouvelle option du président Alassane Ouattara? Avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir sur ce que M. Hamzat venait de dire. Je voudrais dire que l'impunité, ce n'est pas
une culture qui est en Côte d'Ivoire, qui est pratiquée en Côte d'Ivoire. Et le chef de l'État avec son gouvernement ne sont pas en train d'encourager l'impunité. C'est pas ce que j'ai dit. Non, comme vous dites... C'est pas ce que j'ai dit. Vous venez de dire... Allez-y. Qu'il y a certaines personnes, par rapport à leur position politique, qui se pavanent, qui ne sont pas inquiétés et qui se permettent de mener des mutineries au vu et au su de tout le monde. C'est comme s'ils sont encouragés, ces personnes sont encouragées dans leurs actes. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Je suis pleinement d'accord avec vous qu'il doit y avoir une identification des responsables. Une fois que l'identification est faite, des sanctions doivent s'imposer. Et quelle que soit la personne, quelle que soit ton appartenance politique, quels que soient tes rapports avec certaines autorités du pays, la sanction doit être pour tous, oui. Sans exception. Cela est clair. Maintenant, pour revenir à votre question, qui est liée aux élections sénatoriales, municipales et régionales, oui, qui auront lieu en 2018. En 2018. C'est une très belle chose et nous encourageons cela. Cela permettra vraiment... C'est le processus du développement et surtout de la démocratie de la Côte d'Ivoire qui est en marche. Ouais, et nous sommes très heureux. C'est lors de son discours du 31 décembre à la nation que le chef de l'État a évoqué cela. Et je crois que déjà tous les partis politiques, toutes les formations politiques sont déjà en train de se préparer. Et la commission électorale indépendante aussi est à pied d'œuvre pour pouvoir faire de cet événement une réussite et un scrutin qui va encore apporter un bonus encore à la démocratie ivoirienne. Votre avis là-dessus, Souleymane Amzat? Les élections, c'est tout ce qu'on souhaite. Hein. On a toujours souhaité qu'il y ait des élections et à bonne date. Des élections et à bonne date. Donc je suis content, oui, effectivement, que le président ait pris sur lui la responsabilité, n'est-ce pas, de vouloir convoquer le corps électoral pour 2018 dans le cadre des élections que vous venez de citer. Mais le thème de notre débat, c'est de retourner à ce que nous avons dit. Il faudrait que aussi les élections se passent dans la sérénité. Pour qu'il y ait des élections, il faut que le peuple soit tranquille, que les gens prennent sur de sortie. Mais quand ça tire, il n'y a pas d'élection. Donc, en même temps, concomitamment à la préparation des élections, il faut aussi que un travail de fond soit fait par rapport à l'armée ivoirienne. Je voudrais apporter un petit bonus à mon co-débatteur. Je voudrais lui demander de se poser la question de savoir pourquoi le président Ouattara a-t-il rappelé le général Djebi Point. Je vous avais parlé de ceux qui étaient de véritables forces de défense et sécurité. Et qui était, je crois, à ma connaissance, l'un des anciens patrons du CCDO. Je crois, si je me trompe. Pourquoi a-t-il été rappelé? Vous pensez que c'était pour ses beaux yeux? C'est parce qu'il est compétent. Qu'il soit Gbagbo, pro-Gbagbo, le problème ne se pose pas. Il ne s'agit pas de problème politique ici. Il s'agit de problèmes techniques. Et je vous dis, aussi bien dans la rébellion, vous avez des généraux comme les... Il y en a plusieurs, je ne cite pas de nom, qui sont issus de la rébellion, mais qui sont des cadres valables. Justement, acceptez de vous asseoir. Écoutez-vous, c'est ce que vous ne faites pas en Côte d'Ivoire. Souffrez que je vous le dise. Vous n'acceptez pas vous asseoir. Si le président Ouattara m'entend, monsieur le président, avec tout le respect que je dois à l'institution que vous incarnez, acceptez de vous asseoir avec les autres, discuter et trouver, dénuder, passez-moi le terme, dénouer, n'est-ce pas, les nœuds qu'il y a et avancer. La Côte d'Ivoire, quand elle éternue, la sous-région est malade. Je vous le dis, en tant qu'Africain, en tant que Béninois, faites-le pour notre bonheur à nous, nous qui sommes les fils de la sous-région, et mieux se portera notre continent. Monsieur Rukirafo, votre mot de fin? Oui, je dis merci d'abord à vous et à la chaîne Sika Télé de m'avoir donné l'occasion d'intervenir sur ce sujet. Et à mon co-débatteur, je lui dis vraiment merci pour sa contribution, surtout qu'il est un spécialiste dans le domaine. Mais c'est pour lui dire que le chef de l'État et le gouvernement travaillent d'arrache-pied et que
En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de chasse à la sorcière. Toutes les portes de la Côte d'Ivoire sont ouvertes à tous les enfants, à tous les fils de la Côte d'Ivoire et toutes les filles de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appelle tous ses enfants pour venir reconstruire la Côte d'Ivoire. Quand le chef de l'État était venu, après sa prise de pouvoir ici à Cotonou, il a appelé toute la communauté ivoirienne à retourner en Côte d'Ivoire, à mettre au profit de la Côte d'Ivoire tous les acquis, toutes les compétences. C'est sans distinction, c'est sans coloration politique. Donc, pour ce qui concerne l'armée, les portes sont également ouvertes à tous les généraux, à tous les officiers de l'armée. Tout le monde a sa place dans la reconstruction de la nouvelle armée ivoirienne, l'armée républicaine que nous recherchons. Mais comme nous le disons, sortir d'une crise post-électorale telle que nous l'avons connue, ce n'est pas sortir d'un dîner gala. Ce n'est pas avec une baguette magique que tout cela va se régler. Ouais. Mais c'est un processus, et le processus est en bonne voie. Et par la grâce de Dieu, tout se passera très bien. Voilà, vous êtes Sorokinafo, vous êtes délégué du RDR au Bénin, le Rassemblement des Républicains, le parti du président Alassane Dramane Ouattara. Face à vous aujourd'hui, Souleymane Hamzat, consultant problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Messieurs, merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Angle de Vue. À très bientôt sur SICA.